Madame, Monsieur, bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre émission Sur la brèche. L'exercice de liberté et l'expression d'opinion plurielle se poursuivent sur la télévision publique. Et aujourd'hui, c'est un journaliste que je questionne pour vous. Merci de votre fidélité après le rendez-vous manqué de dimanche dernier. Dieudonné Zoungrana, directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, est notre invité. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons 1 heure pour décrypter l'actualité nationale et internationale, décrypter, analyser et commenter cette actualité. Mais avant, je voudrais que l'on s'accorde quelques minutes pour parler de votre vie et de votre parcours professionnel, avec cette question simple. Comment et pourquoi est-ce que vous êtes venu au journalisme? Oh, à la vérité, ce fut, je dirais, un petit accident, parce que moi, je m'étais préparé pour l'enseignement. J'ai fait philosophie et d'ailleurs, pour la petite histoire, en année de licence, j'ai fait le test des professeurs de lycée, l'INSEE à l'époque. Bon, j'ai échoué, donc bon, j'ai continué en année de maîtrise. Et à vrai dire, j'ai écrit quelques articles pour l'Ouragan, le journal de faits divers de l'époque. Et puis, je crois qu'en 1992, 91, 92, j'ai commencé à collaborer au quotidien Le Pays, qui venait de voir le jour. Le premier numéro, d'ailleurs, est tombé devant moi, 3 octobre 91. Donc, j'ai commencé à collaborer au Pays. Et puis, un jour, j'ai fait un article sur le Togo, d'ailleurs. J'ai gardé l'article « L'emblème démocratique se décolore ». Et le directeur et fondateur du journal, M. Jérémy Sigué, m'a appelé, il a souhaité qu'on collabore. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc j'ai commencé à collaborer au Pays, ensuite j'ai été embauché, j'ai fait 5 ans et ensuite j'ai eu une bourse pour aller faire l'IUT de journalisme à Bordeaux. Mais avant de partir, j'avais démissionné du Pays et j'avais été embauché par l'Observateur Palga. Donc, ce qui fait que quand j'ai fait mon DUT, qui a duré 18 mois, c'était une année spéciale en journalisme, je suis revenu à l'Observateur. Donc, de 1996 à 2014, j'étais l'inamovible chef de desk politique du doyen des quotidiens burkinabais. Et c'est le 21 février 2014 que j'ai lancé le numéro 00 du quotidien Aujourd'hui au Faso. Donc voilà, succinctement, bon... Alors, vous totalisez plus de 20 ans de carrière professionnelle dans le journalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets? Est-ce que vous aurez fait autrement? Non, dans la vie, je pense que souvent, bon, les regrets ne servent à rien. Peut-être que je me suis dit que j'aurais pu m'orienter en droit pour être un avocat, parce que je pense que j'aurais été un bon avocat, parce que voilà, mais je ne regrette rien. C'est vrai que la philosophie on était destiné à l'enseignement, mais vous voyez que c'est par presque effraction que je suis rentré dans le journalisme. Je ne regrette pas parce que c'est un métier, c'est vrai, où il n'y a pas d'argent, il faut le dire, il ne faut jamais cesser de le répéter, mais quand on aime le métier, on s'épanouit. Bon, on a le contact, vraiment, bon, je ne regrette pas. Alors, Ahmed Idas, qui est un confrère marocain, dit que le journalisme sert à tout et mène à tout. La question que je voudrais vous poser, c'est que de ce postulat-là, à quoi le journalisme vous sert-il et où est-ce qu'il vous mène? Est-ce que vous avez une idée précise de la trajectoire qui sera la vôtre? Bon, trajectoire, non. Déjà, le journalisme, je crois que le journaliste, c'est un homme de son temps, c'est un homme de son époque. Le journaliste promène, c'est un miroir que l'on promène dans la société qui renvoie le reflet de cette société. Bon, à ce titre, je crois qu'il joue un rôle fondamental et je pense que même en tant que faiseur d'opinion, c'est déjà un rôle éminemment important. Donc, je pense que déjà, même avec ce rôle, on peut se satisfaire de ça, le fait d'informer, parce que c'est le rôle premier du journaliste. Donc, je pense que déjà, pour ça, le fait d'informer les gens, de donner l'information juste, bon, je pense que déjà, c'est une satisfaction pour moi. Bon, le reste, on peut essayer d'arrondir les angles. Alors, journaliste politique, inamovible chef du desk politique à l'Observateur Palga, vous l'avez dit tantôt, est-ce que Dieudonné Zoungrana est aussi, on va dire, un journaliste qui fait de la politique?
Non, je ne fais pas de la politique au sens stricto sensus, que voilà, battre campagne, prendre la carte d'un parti, non. Mais nous côtoyons les hommes politiques, bon, nous faisons l'opinion parce que j'aime bien cette formule, le journaliste c'est un homme à jeun dans l'ébriété universelle. En français facile, ça veut dire que c'est un homme qui est en quête d'informations, mais qui enquête aussi. C'est-à-dire, il met le couteau dans la plaie, il questionne et il met en question. Donc, avec les politiciens, je les appelle les politiciens, on a des rapports privilégiés, et même si souvent on les côtoie, même si souvent c'est comme entre le journaliste et le politique, c'est comme un vieux couple. Alors, il y a aussi cette question des rapports incestueux. Oui, il y a aussi, oui, mais c'est comme je dis, entre le politique et puis le journaliste, il y a ce rapport-là insécable, je dirais, parce que souvent, il y a des arguments qui peuvent dirimer ce mariage-là. Je dirais que c'est une sorte de mariage. Bien qu'il y ait des raisons qui peuvent dirimer ce mariage, le divorce est impossible parce que le politique a besoin du journaliste, mais le journaliste aussi a besoin du politique parce que c'est eux qui font les événements. Alors, journaliste, reporter au journal Le Pays, chef du desk politique à l'Observateur Palga, aujourd'hui directeur de publication du quotidien burkinabé aujourd'hui au Faso. Quel est le regard que vous portez sur la profession au Burkina? Non, je dirais que les journalistes burkinabés, même avec le peu de moyens que nous avons, c'est des grands professionnels. Moi, je distingue deux grandes phases dans l'évolution des médias burkinabés. Il y a ce qu'on appelle le premier printemps des médias qui date des années 90. C'est-à-dire avec la naissance de l'état de droit, il y a eu d'abord une première fournée de médias qui sont nés avec Le Pays et d'autres journaux, si on accepte bien sûr le doyen L'Observateur qui est né en 1973. Donc il y a eu d'abord le premier printemps de cette presse-là dans les années 90. Et puis dans les années 2000, il y a eu ce second printemps. Et je crois qu'aujourd'hui au Faso fait partie de cette seconde fournée-là. Et si je regarde les médias burkinabés, je crois que c'est de grands professionnels qui animent. C'est des gens qui ont l'éthique et la déontologie chevillée au corps, qui font du bon travail. La preuve en est que, en tout cas, parmi nos voisins, les pays voisins, beaucoup nous envient. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, vous savez que les médias burkinabés sont très repris sur la revue de presse, que ce soit internationale ou même africaine, c'est dire que, en tout cas, les journalistes burkinabés sont allés à bonne école. Alors, c'est une bonne transition pour aborder l'actualité de la semaine, à commencer par le FILEP, qui est le Festival international de la liberté d'expression et de presse, tenu cette semaine dans notre capitale. Comme professionnel des médias, quel regard est-ce que vous portez sur ce festival-là, qui a été initié ou porté sur le fonds baptismal par le Centre national de presse Norbert Zongo? Bon, il faut se féliciter de la naissance du FILEP et puis vraiment féliciter ceux qui ont mis vraiment cette fédération sur les fonds baptismaux. Je pense que c'est une agora qui permet aux hommes de médias d'échanger, en tout cas sur leur vécu, sur les expériences et puis sur les problèmes de l'heure. Vous savez que cette 7e édition avait comme thème défis sécuritaires en Afrique et rôle et responsable des journalistes. C'est un thème qui tombe à pic. Parce que vous savez que nous sommes actuellement, comme je l'ai dit sur d'autres plateaux, le Burkina est en guerre. Pas en guerre classique, mais nous sommes en guerre asymétrique. Donc ce thème-là ne pouvait pas mieux tomber. Donc il faut d'abord se féliciter de la naissance du FILEP, qui est un créneau qui permet chaque fois aux journalistes vraiment de divers horizons de se réunir à Ouagadougou pour en tout cas échanger sur la profession. Alors, le thème du FILEP, vous l'avez rappelé tantôt, référait, on va dire, à la liberté d'informer en rapport avec les défis sécuritaires. Le colloque s'est clos ce vendredi avec, à la clé, on va dire, des recommandations, notamment sur la nécessité de garantir la liberté d'informer sans mettre en péril la stabilité des États. Est-ce que vous pensez que c'est un compromis acceptable?
Oui, je retiens justement à l'ouverture du FILEP cette belle formule du haut représentant du chef de l'État, Chérif, qui disait que les journalistes sont des combattants de la liberté et pour la liberté. Ça, c'est une formule vraiment enrobée. Effectivement, bon, on a discuté de plusieurs thèmes, comment le journaliste doit se comporter en période où la sécurité est mise à rude épreuve, quelles sont les expériences des autres confrères qui vivent les mêmes phénomènes, bon, comment entretenir un partenariat avec les sécurocrates, et quelles sont les limites objectives justement des médias face aux défis sécuritaires. Donc je pense que bon, le journaliste en période de crise sécuritaire a un comportement autre parce qu'il a un rôle social. Est-ce que, par exemple, il faut se poser la question, est-ce que toute information sécuritaire est bonne à dire, est bonne à diffuser? Ça, c'est d'abord une problématique à laquelle est confronté tout journaliste, qu'il soit reporter de guerre ou bien même qu'il relaie les faits quotidiens. Donc, je pense que ce thème-là, bon, c'est venu à propos parce qu'actuellement, le Burkina même vit, comme la bande sahélo-sahélienne, un déficit sécuritaire. Bon, donc, je pense que les journalistes ont essayé de trouver les voies et moyens, comment se comporter d'abord dans cette période-là. Alors, ce débat nous replonge, on va dire, un peu dans les années 90 avec la première guerre du Golfe, où les médias occidentaux se sont retrouvés pratiquement en train de s'abreuver au robinet à images et à informations de l'armée américaine, avec les conséquences que l'on a su par la suite, on va dire, sur le droit du public à l'information. Oui, mais en fait, pour moi, personnellement, je pense que la guerre du Golfe est un mauvais exemple parce que vous vous rappelez qu'à l'époque, vous avez parlé d'abreuver, il y a eu un poker menteur dans la guerre du Golfe parce que c'était une guerre aseptisée, où il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de mort, vraiment une guerre propre qui n'existe nulle part. Donc les médias, justement, présentaient cette guerre, mais avec l'expression éculée, les frappes chirurgicales. Bon, mais on connaît la suite. Ça a été vraiment, comme je dis, un poker menteur parce que il y avait l'envers du décor. On a après présenté la laideur, toutes les laideurs de cette guerre-là. Et je crois quand même qu'à l'époque, beaucoup de journalistes ont failli parce que effectivement, on a repris les images propres de cette guerre où on ne voyait pas de cadavres, où on ne voyait pas de morts, ni de sang, ni d'exode massif. Bon, je pense que ça, c'était un mauvais exemple vraiment pour les journalistes. Alors, toujours en rapport avec la liberté d'expression, ce qui fait le buzz sur la toile et les réseaux sociaux, et même, on va dire, agite les médias traditionnels, c'est l'affaire Tahirou Barry sur la brèche. L'ex-ministre démissionnaire de la culture, des arts et du tourisme s'est vu en tout cas refuser l'accès à la télévision publique et à cette émission qui, in fine, ne s'est pas simplement tenue dimanche dernier. Comment est-ce que vous avez vécu cet épisode-là? Bon, là, je pense que j'ai vécu ça comme tout le monde. Bon, nous avons appris, on a lu, on a regardé à la télé le communiqué bon, de la TNB. Bon, je ne sais pas, c'est vrai que souvent, concilier l'impératif de sauvegarde des intérêts de l'exécutif et puis promouvoir la liberté de la presse, ça c'est souvent un exercice que même souvent le plus rodé des funambulistes n'arrive pas à concilier. Mais moi je pense que ici, à mon humble avis, l'émission avait déjà été proposée, l'intéressé avait déjà été touché. Je pense que si j'étais à la place, en tout cas, des décideurs, j'aurais laissé le ministre Tahirou Barry venir s'exprimer. Parce que qu'est-ce qu'il aurait pu dire vraiment sur ce plateau que le gouvernement n'aurait pas eu à réagir? Il n'y a pas, je ne vois pas. Donc je pense que déjà, ça, il fallait laisser faire. Maintenant, bon, on ne peut pas se gargariser des si. Bon, c'est fait, mais je pense qu'on dispose pour l'avenir. C'est une leçon à tirer et chacun tirera les conséquences. Mais ceci dit, puisqu'on est sur le cas Barry, bon, je pense qu'il a démissionné, il a donné ses raisons. C'est un ministre de la République. Moi,
si j'étais son conseiller à la communication ou bien un de ses conseillers, je pense qu'il a démissionné, il a donné ses raisons, ça a été repris, ça fait le buzz. Je pense qu'aujourd'hui, il en fait trop. Il y a une surmédiatisation de sa démission. Et vous savez que la communication aussi, toute communication a son revers, à force de se répandre. Parce que je pense qu'il a fait une interview dans le quotidien L'Observateur vendredi. Ce soir, surtout après cette émission à 21h, il est sur le plateau, l'émission est déjà enregistrée, il est sur le plateau de BF1 avec, je ne sais pas quel est le nom de l'émission là. Surface de vérité. Surface de vérité. Bon, ça fait en 48 heures deux interviews. Je pense que, et jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien dit. Je pense qu'il a démissionné, les gens ont compris les raisons qu'il a invoquées pour démissionner. Si je devais le conseiller, je pense qu'il gagnerait vraiment à un peu lever le pied sur l'accélérateur et puis ne pas tenir chaque fois le crachoir parce que ça peut lui revenir à la figure. L'affaire a fait le buzz, il n'en était pas directement responsable. Oui, non, mais aujourd'hui, je parle, oui, c'est ça que j'ai dit, je me suis prononcé. Je dis, si j'étais vraiment, j'étais à la place du ministre de la Communication, c'est ça que je dis, je le comprends. Il y a les impératifs parce que, vu le contexte, il a démissionné, bon, il venait pour s'en expliquer et puis, au passage, peut-être, il allait encore, bon, cracher ces vérités, entre guillemets. Ceux qui décident ont trouvé qu'il ne fallait pas qu'ils viennent. Moi, je trouve qu'au stade où on en était, ce n'était pas la peine de le museler, il fallait le laisser. C'est fait, c'est regrettable, mais je pense qu'il fallait le laisser vraiment venir s'exprimer sur ce plateau. C'est mon point de vue. À la suite de cette affaire Tahirou Barry sur la brèche, la rédaction de la, disons, de la télévision du Burkina, comme vous l'avez souligné tantôt, en tout cas, a diffusé un communiqué dans lequel il parle d'immixtion inacceptable dans le traitement de l'information. Si ce communiqué, on va dire, est accueilli par une partie de l'opinion comme la déclaration d'indépendance des journalistes de la RTB, pour l'autre partie de l'opinion, par contre, on estime que c'est un acte d'insubordination. Et un internaute est allé même jusqu'à estimer, par exemple, que cet acte d'insubordination était passible du Conseil de discipline. Quelle est votre opinion? Mais c'est ça, je dis, le ministre, je pense, je ne suis pas dans sa tête, je pense qu'il a été pris entre, justement, l'impératif, comme je dis, il est journaliste, de la liberté d'informer, surtout depuis l'insurrection, la parole est libérée, mais aussi dans le contexte, bon, il y avait le risque, c'est du direct qu'on est en train de faire, il y avait le risque aussi, peut-être que le ministre démissionnaire vienne étaler certaines choses ici, donc il y a eu cette peur-là. Mais le communiqué de la rédaction de la TNB, effectivement, l'opinion est divisée, parce que c'est un fait rarissime pour ne pas être souligné. Bon, on a même parlé de rébellion à la TNV parce que c'est une première que la rédaction de la télévision nationale se fane d'un communiqué qui plus au JT de 20h, bon, pour à la limite faire une bravade entre guillemets à l'autorité, au ministère de tutelle. Mais bon, je pense que le ministre Rémy, il comprend, hein. Bon, il comprend, on s'est eu au téléphone, pour ne rien vous cacher. Il comprend la réaction. Mais, comme je le dis, c'est fait, c'est fait. Moi, si c'était à refaire, il faut laisser couler. Surtout que l'invitation est partie. Il fallait laisser l'intéressé venir s'exprimer parce qu'il n'y avait pas vraiment péril en la demeure sur ce qu'il allait dire. Justement, dans cette affaire Barry, ce qui est en question, c'est aussi l'opportunité d'avoir invité Tahirou Barry. En ce moment, en tout cas, dans ce contexte national-là. Alors, question simple, est-ce qu'il fallait ou non l'inviter? Bon, là, je ne sais pas quel est l'organigramme de la TNB, mais je sais que, par exemple, quand, une personnalité comme nous autres là, bon, on n'est pas, moi, je ne suis pas un ministre de la République, le réel chef ou le directeur de la télé peut m'inviter, et puis bon. Mais, vu le contexte, un ministre démissionnaire, qui est invité. Moi, je me dis quand même que, en l'espèce, le réel chef est informé. Le journaliste qui anime est informé. À la limite, le directeur de la télé est informé et même
la directrice générale devait être mise au parfum. Vu quand même l'étoffe de la personnalité invitée, je pense qu'il devait avoir ce feedback-là qui devait remonter. Est-ce qu'il y a eu ça? Je n'en sais rien. Bon, mais je ne connais pas comment fonctionne. Non, la question ne réfère pas à ça. La question, la question réfère à l'opportunité même de l'invité. Pourquoi pas? Sans l'ensemble des problèmes. Non, pourquoi pas? Si l'animateur ou souverainement, la rédaction a décidé de l'inviter, c'est qu'il représentait quelque chose journalistiquement. Vous savez que le journaliste, c'est ce qui est newsy. Et vous savez que pour le journaliste, c'est les trains retardataires qui intéressent le journaliste. Ce n'est pas les trains qui arrivent à l'heure. Moi, l'opportunité, je ne pense pas. Bon, il était intéressant à tout point de vue. Il venait de démissionner. Bon, pour la télévision, il pouvait venir s'expliquer, donner les raisons. Et puis, il n'y avait pas de problème. Mais je pense peut-être que, pour moi, c'est peut-être l'information au niveau de la hiérarchie ou quelque chose. Si je devais juger, peut-être... Sur ce point, je vous rassure, tout a été fait. OK. Alors, en tous les cas, Tahirou Barry va s'exprimer dans quelques heures sur les antennes de la télévision BF1. Comme vous l'avez dit tantôt, il s'est déjà exprimé à l'Observateur Palga. Sur cette interview dans l'Observateur, il estime que le PNDS est en danger de mort parce qu'il est reposant sur des sables mouvants. Il reproche par ailleurs au gouvernement de n'avoir pas pris, en tout cas, la mesure des attentes du peuple insurgé. Comment est-ce que vous analysez, on va dire, l'ensemble des critiques qui sont formulées par le ministre démissionnaire contre la gouvernance Kaboré? Oui, au lendemain de sa démission, nous avons fait un éditorial où, bon, ça n'a pas changé, notre position n'a pas varié d'un iota. Qu'un ministre, comme dirait un homme politique français, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Il a démissionné, il a ses raisons, il les a un peu évoquées, mais que 22 mois après, ça c'est mon analyse, que 22 mois après, il se rend compte qu'il est temps pour qu'il parte, ça aussi, c'est... Mais ce que je trouve peut-être inélégant et même, je dirais, indécent, c'est que même les délibérations du Conseil, bon, il n'en fait pas parce que, bon, c'est vrai qu'il n'est plus ministre, je ne sais pas, bon, il n'est plus astreint au droit de réserve, mais bon, qu'ils disent l'expose sur la place publique comme ça, les délibérations du Conseil, qu'il égratifie même ses ex-collègues de ministres, je ne sais pas. Moi, je ne l'aurais pas fait. Et comme nous l'avons dit dans notre édito, bon, 22 mois après, lui, il trouve que la gouvernance est bancale. C'est bien, mais au moins, il doit assumer aussi parce que lui aussi, il est comptable de cette gouvernance. Parce que l'histoire retiendra, nous l'avons dit dans notre édito, l'histoire retiendra aussi qu'il a été ministre de ce quinquennat de Roch Kaboré là pendant 22 mois. Donc presque pendant 2 ans, il est comptable parce que vous savez que quand une décision est prise en conseil de ministres, elle est collégiale. Donc bon, j'ai lu son interview dans l'Observateur Palga. Bon, il n'a pas été tendre envers ni avec le président du Faso, ni avec certains ministres. Mais je pense qu'il aurait mieux fait d'être un peu plus nuancé parce que lui-même, je le répète, il est comptable aussi de ça parce qu'il a quitté le navire, certes, mais si on va faire le bilan au soir du quinquennat, c'est-à-dire en 2020, on retiendra qu'à la culture, un Tahirou Barry était ministre de temps en temps et il est comptable aussi de ce bilan-là. Alors, la critique sur le fait que la gouvernance Kaboré ne réponde pas aux attentes du peuple insurgé n'est pas nouvelle en soi. C'est quelque chose qu'on entend, on va dire, pratiquement depuis plusieurs mois maintenant, de la bouche notamment de l'opposition et bien d'autres acteurs. Que Tahirou Barry arrive à formuler aujourd'hui cette critique-là. Est-ce que, sur le fond, qu'est-ce que vous pensez de cette critique-là? Est-ce que vous la trouvez fondée? Dans le même édito, nous avons dit qu'il offre pain béni à l'opposition parce que ce que même l'homme de la rue lançait ex cathedra, ça ne va pas. Et puis l'opposition aussi qui se gargarisait, n'est-ce pas, de la situation qui semble dans l'inertie du gouvernement. Tout ce monde-là va se saisir des propos de Barry pour dire, voilà, ça ne vient plus de nous, mais de la bouche même de quelqu'un qui était dans le cénacle du gouvernement. Donc, il offre pain béni à l'opposition et à tous ceux qui font un tir de barrage
sur le gouvernement là. Sinon, ce qu'il a dit, je vous dis, je l'ai dit sur un plateau, on entend ça dans la rue, l'opposition en parle, mais je pense aussi, on l'a dit aussi, bon, souvent on est quand même assez, et moi souvent je le suis, on est assez sévère avec cette gouvernance, une gouvernance que je trouve aussi imprévisible que maîtrisée. C'est en même temps, ça paraît un paradoxe, mais c'est comme ça. On est souvent sévère parce que les attentes sont tellement pressantes qu'aujourd'hui on veut un miracle et ce miracle tarde à venir. Les gens rongent leurs freins et si vous avez suivi le président du Faso dans l'interview à l'international, il l'a dit, il comprend les attentes, les gens ont serré la ceinture, on attend et chaque fois les attentes s'éloignent comme une ligne d'horizon. Après, on dit basta. Donc, peut-être c'est ça. Mais venant de la bouche d'un ministre, effectivement, en fait, il offre un boulevard de critique à l'opposition et à tous ceux qui sont contre le pouvoir. Je reviens sur cet exercice de communication avec le président du Faso dans l'émission internationale de TV5. Globalement, comment est-ce que vous l'avez perçu? Non, je trouve que ce fut une bonne prestation. De toute façon, le président du Faso, il n'a jamais fui les micros ni les caméras. C'est quelqu'un qui est à l'aise, qui est naturel. Et je vois qu'il a abordé plusieurs sujets. Et sur beaucoup de sujets aussi, sa position est restée la même. Il est resté intraitable sur sa position, que ce soit sur les attentes des populations, sur le terrorisme, sur cette main invisible qui en veut au Burkina. Il l'a dit, il n'a pas mâché ses mots, c'est l'ancien régime quelque part qui est responsable justement de cette chienne-là. Donc sur cette position, ce n'est pas une position nouvelle, il l'a toujours réaffirmé sur le dossier François Compaoré, il s'est prononcé sur le financement du G5. Donc je pense qu'il a été direct et dans la forme, la prestation était de haut vol et dans le fond aussi, il n'a pas fait dans l'esquive, il n'a pas été en surface, il a été au fond des réponses. Alors je voudrais qu'on revienne sur cette question de collusion dont on va dire le président Roch Kaboré a parlé, collusion entre l'ancien régime Compaoré et les forces djihadistes, notamment du Nord Mali. C'est vrai que l'argument n'est véritablement pas nouveau, mais comment est-ce que cet argument, vous l'analysez? Parce qu'on l'entend depuis un bout de temps. Oui, et là-dessus aussi, c'est une répétition. Il l'a déjà dit à maintes occasions. Mais je pense qu'il est président du Faso, il est chef de l'État. Et là où il est, je pense que quand même, il détient, les services de renseignement lui font quand même des fiches. Là où il est, il l'a dit, il a un certain nombre d'informations qui lui permettent quand même de parler de collusion. Et à ce niveau, il n'a pas voulu être 17. Si vous lisez sa réponse, il n'a pas voulu être 17. Il dit que, en tout cas, selon les informations, les problèmes que nous vivons en matière d'attaque, en tout cas, quelque part, il y a un certain nombre de personnalités qui sont à la manœuvre. La réponse était short, mais chacun comprend qu'en tout cas, il détient des informations qui prouvent que, en tout cas, ces attaques-là ne sont pas anodines. Et moi, je vais plus loin. Moi, en tant que journaliste, je reste sur ma faim, par exemple, sur l'attaque du café Aziz Istanbul, qui jusqu'à présent n'a pas été revendiquée. Ça, c'est quand même un fait inédit. Généralement, quand il y a une attaque terroriste, quelques heures après ou même le lendemain, il y a une katiba qui s'octroie la paternité de cette abjection-là. Or, sur l'attaque du 13 août 2017, jusqu'à présent, rien. On a entendu supputer, on a eu des comparaisons, on a même entendu dire que les terroristes, les djihadistes se bagarraient parce que l'attaque visait un café halal. On a même entendu que c'est une victime collatérale entre la guerre qui se joue entre le président turc Erdogan et puis son opposant qui est aux États-Unis, Fethullah Gülen. Mais on se perd en conjecture. Jusqu'à présent, sauf les services de renseignement, le Burkinabé lambda ne sait pas qui a attaqué
le café Asie. Or, pour Cappuccino, dès le lendemain, AQMI a revendiqué. Donc, tout ça, ça en rajoute à l'atmosphère de suspicion qui pèse vraiment sur le régime déchu. Parce que quand le président du Faso dit que quelque part, en fait, il indexe le régime déchu. Et il dit pourquoi? Parce que avant, il y avait une sorte de gentleman agreement entre ces djihadistes-là et le Burkina. On leur donnait le gîte, le couvert, ils étaient maternés ici. Je ne sais pas si un jour vous êtes allé à une certaine période à l'hôtel Laïko, il y avait les personnes enturbanées qui étaient même à la réception en bas, assis sur des poufs et qui buvaient le thé. Je ne sais pas si vous avez vu ces images-là. Donc tout ça, c'était une contrepartie qui permettait qu'on épargne le Burkina. Et maintenant que ceci n'est plus de mise, peut-être aussi que c'est une forme de vengeance, mais je crois que le président du Faso, il détient certaines informations qu'il n'a pas voulu partager, qui lui permettent d'avancer cela. Alors, vous le dites bien, le chef de l'État est au carrefour d'un certain nombre d'informations. Il parle de renouvellement et propose notamment de rebâtir une agence nationale de renseignement. Le renseignement qui est en tout cas considéré comme le ventre mou de la lutte contre le terrorisme. Est-ce que c'est une piste de solution qui vous rassure? Oui, ben vous la refondation de l'agence nationale de renseignement, vous savez que notamment avec l'aide des partenaires il faut contextualiser sa réponse. Parce que le journaliste lui a posé la question pourquoi le pouvoir est un peu réfractaire face à certaines personnes qui auraient voulu venir à l'ANR ou sinon prendre la direction de cet agent national du renseignement. Et le président du Faso, il faut contextualiser, il a dit que non, en fait, peut-être que ces experts-là, voilà le mot, ces experts-là, peut-être qu'ils sont dépassés maintenant, leur expertise est dépassée, il faut mettre maintenant de nouveaux experts. C'est pour dire, et c'est là qu'il a parlé de refondation de l'ANR. Bon, maintenant, j'attends de voir, c'est le gouvernement qui va décider. Moi, je ne sais pas, ça va aller dans quelle direction. Ce qu'il faut, par contre, dire, c'est que une guerre telle que celle asymétrique se gagne par les renseignements. Les renseignements nationaux et puis la mutualisation aussi des renseignements avec nos voisins. Vous voyez que ces derniers jours, s'il y a le G5 qui est là, il collabore avec Barkhane, et tout ça, ça fait que quand vous avez la primeur d'une information, ça vous permet d'anticiper. Et je crois que le renseignement est au cœur de cette lutte contre le terrorisme. Alors, sur le terrain, il y a eu un accrochage qui est intervenu ce jeudi à Ariel, c'est dans le Soum, entre les forces antiterroristes du détachement de Nassumbu et des terroristes du groupe Ansaroul, du prédicateur radical Ibrahim Malam Diko, donc qui aurait en tout cas tourné, ou qui a tourné à l'avantage des forces de défense et de sécurité, qui affirme en tout cas avoir neutralisé un certain nombre de terroristes et mis la main sur un important stock d'armement. C'est une information qui a été applaudie par la presse nationale. Est-ce que c'est une information qui est ovationnée par le directeur de publication d'aujourd'hui au Faso? Bon, non, nous avons reçu le communiqué de presse de l'état-major, mais dans ce communiqué, bon, nulle part il n'est mentionné il y a combien de terroristes qui ont été mis hors d'état de nuire. Bon, c'est quand même, bon, souvent ce qu'on regrette. Bon, souvent, bon, les communiqués de l'armée, bon, je ne dirais pas qu'ils sont insipides, mais bon, souvent, c'est souvent sur les réseaux sociaux ou bien par d'autres canaux que nous appelons. Par exemple, hier, quand on suivait, on était à 4 tués parmi les djihadistes. Ensuite, on est monté à 10. Actuellement, à l'heure où je parle, on oscille entre 17 et 18 Maccabées que nos forces de l'ordre auraient tués. Vrai ou faux, l'état-major ne nous situe pas. Mais effectivement, si l'information est avérée, bon, ce qui fait mal souvent au Burkinabé, c'est ça. Peut-être que ça participe de cette stabilité des États et des informations à ne pas révéler. Voilà, on parlait tout de suite du thème du filet. Bon, peut-être que c'est une information sensible, mais pour en revenir, mais justement, ce qui est rageant pour les Burkinabés, c'est que depuis 1 an, quand on parle d'attaques djihadistes, ils viennent, ils déciment. Regardez Nassumbu.
ils viennent, ils déciment soit des militaires, des gendarmes ou bien des populations civiles, et puis ils disparaissent dans la nature en emportant des motos. Ça quand même, ça frustre. C'est rageant pour les Burkinabés. Mais pour les quelques rares fois que nos forces de l'ordre aussi ont pu mettre hors d'état de nuire ces djihadistes, parce qu'il y en a qui s'offusquent que non, est-ce que nos forces de l'ordre là, est-ce que ce n'est pas des bergers qu'ils auraient abattus et puis ils présentent ça, ils brandissent ça comme des trophées de guerre. Mais quand même, on a trouvé des armes sur les lieux avec les individus tués là. Donc, pour une des rares fois que quand même, bon, nos forces de l'ordre aussi ont pu mettre hors d'état de nuire ces djihadistes-là, il est de bon ton, il est de bon aloi, qu'au moins on dit, voilà, et les populations ne peuvent être que ragaillardies par ces petites... C'est pas un Waterloo contre les djihadistes, mais quand même, c'est de petites victoires qui mettent du baume au cœur des Burkinabés. Alors, l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre contre le terrorisme. Par voie de conférence de presse, le ministre Alpha Bari a annoncé l'octroi, notamment par les États-Unis, de 60 millions d'euros plutôt, au pays du G5 Sahel. Mais il avoue que nous sommes loin du compte par rapport à la somme globale à mobiliser pour rendre véritablement les forces opérationnelles. Ça fait 423 millions d'euros, alors qu'à ce stade, on n'est qu'à 105 millions d'euros. Qu'est-ce que vous pensez, on va dire, de tout ça? Oui, en fait, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a fait un compte rendu de la session du Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est tenue à New York le 30 octobre 2017. Effectivement, on en est loin ça fait en fait la somme, quand on fait la conversion, ça fait 170 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on est à 70 milliards annoncés. Donc, on est loin du compte. Bon, chaque État va mettre la main à la poche, mais même avec ça, la seule bouée de sauvetage à laquelle on est accroché, c'est justement la réunion des bailleurs de fonds du 14 décembre à Bruxelles pour voir si on pourra rassembler justement ces 170 milliards parce qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. Mais les États-Unis ont mis effectivement, je crois, 60 millions de dollars. Mais le problème, c'est que les mêmes États-Unis renaclent à donner leur feu vert à cette force G5 Sahel-là. Et cette somme, précisons-le, c'est dans un cadre assez limité. Ce n'est pas dans le cadre multilatéral qu'ils ont donné. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dissocie la force G5 Sahel de la MINUSMA. Eux, ils ne veulent pas lui donner un mandat musclé. Donc actuellement, l'administration de Washington renacle à vraiment appuyer cette force G5 Sahel qui, je vous le rappelle, a commencé même son opérationnalisation le 1er novembre dernier, et l'opération Aobi. Bon, qui, à vrai dire, bon, a un peu tâtonné. C'est vrai que les fruits n'ont pas tenu l'espoir des fleurs, mais déjà c'est un début. Si les États-Unis arrivent un peu à parler d'une même voix avec l'Union européenne, avec l'Union africaine, je crois quand même que c'est une force sur laquelle il faut compter parce qu'ils sont chapeautés par Barkhane et ils travaillent en symbiose et je crois que quand même c'est une force qui pourra un peu, à défaut d'éradiquer justement les terroristes, là, en tout cas, faire du bon travail. Alors, pour rester sur la position même des États-Unis, je crois savoir que ces derniers jours, il pourrait y avoir un fléchissement de l'oncle Sam. Parce que vous savez qu'il y a eu les boys, 4 boys qui ont été tués au Niger. Ça fait que même si au Congrès américain, bon, il y a des sénateurs qui disent non, l'Afrique, ce n'est pas notre tasse de thé, il faut rapatrier. Il y en a quand même qui disent qu'il faut quand même que l'Amérique regarde un peu plus cette force G5-là. Donc, il se peut qu'il y ait un fléchissement après la mort de ces 4 soldats américains au Niger. Alors, dans l'opinion, certains s'interrogent sur la part contributive, on va dire, des États africains eux-mêmes par rapport à l'ensemble de ces défis sécuritaires, parce que c'est d'abord de notre sécurité qu'il s'agit. Oui, je crois que, je ne sais pas, chaque État doit... La quote-part de chaque État, je crois que c'est 10 milliards, non? Donc les 5, ça fait 50
c'est une goutte d'eau, mais effectivement, si le G5 et en général les pays de la sous-région veulent être vraiment autonomes, ils sont obligés aussi de prendre leur sécurité en charge. Parce que la France a beau dire que Barkhane ne va pas plier bagage, comme Sangaris en RCA, elle n'a pas vocation à rester éternellement dans les dunes du sable du Mali et dans la bande sahélienne. Donc, tôt ou tard, Barkhane aussi va partir. Donc, il appartient justement à cette force G5 Sahel, dont le QG est d'ailleurs à Sévaré, à quelques 10 km de Mopti. Donc, il appartient à cette force G5-là de prendre la relève. Mais pour prendre la relève, il faut les moyens, il faut des hommes, parce que je vous rappelle que c'est 5000 hommes. Et je crois qu'il y a 2 fuseaux dans la sous-région. Il y a un fuseau au Mali, il y a un au Niger, il y a un au Burkina, je ne sais pas, où il y aura un peu des sous-QG qui vont un peu patrouiller pour sécuriser la zone. Donc les Africains, effectivement, doivent mettre la main à la poche et se dire que, de toute façon, sans sécurité, sans paix, il n'y a pas de développement. Et on reparle des Kolwego, ces groupes d'autodéfense qui se sont signalés cette fois-ci à Zabré. C'est dans le centre-sud où ils ont attaqué carrément une brigade de gendarmerie au motif que certains de leurs, en tout cas, auraient été interpellés. En cause, en tout cas, il y a des accusations qui étaient portées contre certains Kolwego du fait d'avoir séquestré et torturé un citoyen. Voici pour les faits, ce n'est pas nouveau. Comment est-ce que vous les analysez? Bon, je ne sais pas si le disque n'est pas rayé concernant les Kolwego, parce que on entend la même ancienne concernant ces justiciers de la brousse-là. Mais moi, mon opinion, c'est qu'aujourd'hui, si on part du mantra rasséréné chaque jour, c'est-à-dire de l'opinion largement partagée, en français facile, comme on dit que souvent j'emploie de gros mots, donc maintenant quand j'emploie, je dis en français facile. Donc comme c'est cette opinion qui est largement partagée, on dit que 80, sinon 90% des Burkinabés sont d'accord avec les Kolwego parce que, bon, ils ont en tout cas réduit le banditisme. Ils ont vraiment lutté efficacement contre le grand banditisme. Donc, les gens se disent que, bon, vraiment, ils sont en sécurité avec eux. Donc, si on parle de cet axiome-là, qui est largement répandu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire de ce Kolwego? C'est l'État qui est interpellé. Mais si on ne peut pas les dissoudre, moi, je pense qu'aujourd'hui, l'État doit travailler à en faire des supplétifs de nos sécurocrates, des policiers ou des gendarmes, en les formant, puisque aujourd'hui, quand vous partez dans une région, quand vous allez par exemple les Kolwego de Zabré, les Kolwego de Kayibo, les Kolwego de Nobré, mais c'est des gens du terroir qui sont là. Et vous ne pouvez pas aller et puis dire, voilà, non, c'est des gens qui sont là, monsieur tout le monde, ils fréquentent les mêmes cabarets de Dolo, ils sont connus de tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'État peut faire? Quand on prend, ça c'est devenu vraiment des épiphénomènes. Vous avez cité Zabré, mais remontez plus loin. Il y a Tchalgo, il y a eu Fada. Je revois l'image du ministre de la Sécurité, Simon, à Bobo, avec les dozos, qui pratiquement suppliaient les dozos et puis les Kolwego de ne pas franchir la ligne rouge, c'est-à-dire de ne pas en venir aux mains. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je pense que, à défaut, parce que pour moi, aujourd'hui, il constitue un peu les policiers, la police de proximité, sans pour autant en posséder les codes et les valeurs. Est-ce que dans votre argumentaire, on doit comprendre que celui qui a la force a le droit? Nous sommes dans une situation où nous avons des citoyens armés qui attaquent la gendarmerie, qui a le monopole légitime de la force et de la puissance publique. Mais si vous avez suivi mon argumentaire, je dis, si l'État ne peut pas prendre ses responsabilités pour les dissoudre et puis interdire leurs pratiques, oui, parce que depuis longtemps c'est l'État qui est interpellé. Nous avons eu un débat un jour avec un représentant du ministère de la Sécurité qui dit que ce n'est pas aussi simple. Si l'État ne peut pas vraiment mettre vraiment fin à leur action-là, autant les intégrer et puis les former
pour qu'ils constituent cette police de proximité. Sinon, il y a un problème. Justement, c'est parce qu'il y a des problèmes. Si des gens peuvent se permettre, parce que eux, ils rendent justice. C'est la loi du talion, plus que ça même. Ils attaquent des gendarmeries parce que ils arrêtent des policiers. Ils arrêtent des policiers parce que je crois pour le cas de Zabré, bon, ils ont incarcéré quelqu'un et puis la gendarmerie a interpellé le Korloa en question et puis bon, ça a failli mettre le feu aux poudres. J'ai bien dit, si vous m'aviez écouté, si l'État ne peut pas prendre ses responsabilités et trouver une solution pérenne à ces Korloa, autant en faire des supplétifs. Mais c'est vrai, mais sinon, de toute façon, c'est là, ces justiciers de Brousson là, ils régentent. Ils viennent même à Ouaga, vous avez il y a 6 mois de cela, ou bien moins, il y a 4 mois, les Korloa de Kaïbo, ou bien c'est de Nobré, sont venus jusqu'à la Padoua arrêter un receleur. Et n'eût été que, je ne sais pas si la gendarmerie les a interceptés pour faire libérer le dit voleur en question, mais c'était parti. Donc, si l'État ne peut pas résoudre le problème des Korloa, moi, je pense que la solution vraiment médiane, c'est les intégrer. Sinon, ils constituent un problème. Mais depuis longtemps qu'on en parle, l'État n'arrive pas à... On trouve que vraiment, ils font du bon boulot, ils sont acceptés par... Malheureusement, la police et la gendarmerie en prennent pour leur grade. Et ça, c'est grave, parce que eux, quand même, c'est les représentants légaux de l'État. Eux, ils représentent la force légale. Ils sont formés pour. Or, ceux-ci-là, ils ont surgi comme ça et puis ils appliquent leurs lois. Si l'État ne peut pas mettre un terme à leur action, moi, je pense autant les intégrer en les formant. C'est ce que j'ai dit. Alors, sur le front social, on va dire que les pharmaciens sont en colère et ils l'ont fait savoir. Les raisons de cette colère se trouvent dans le nouvel organigramme du ministère de la Santé qui transformerait en tout cas leur profession en appendice ou en cloaque du système de santé. Comment est-ce que vous appréhendez ce conflit Bon, je n'ai pas tous les tenants et aboutissants de ce bras de fer, parce que ça va être un bras de fer qui s'est engagé entre les tenants des pharmacies et puis le ministère de la Santé. Mais on attend de voir, si vous vous souvenez, il y a quelques années de cela, il y a eu aussi un couac entre les pharmaciens et puis le ministère concernant, par exemple, les heures de garde et même la distance entre 2 pharmacies, tout ça. On trouvait qu'on ouvrait ces pharmacies-là à Tille-Larigot. Bon, il suffisait que quelqu'un sorte, il est pharmacien, il a les moyens, on ouvre. Moi, je ne maîtrise pas pour le moment les tenants et les bouts. J'ai lu quelque part, j'ai vu ça. Mais j'attends de voir, parce que j'avoue que je ne maîtrise pas, au fond, quel est le problème qui oppose les pharmaciens là, à leur ministère de tutelle. À l'éducation nationale, on a la fronde sociale qui durcit. Cette semaine, par exemple, il y a le coordonnateur national des syndicats de l'éducation qui était sur la RTB pour un droit de réponse. Et il a notamment estimé que le ministre Jean-Martin Koulibaly n'était plus leur interlocuteur. Il y a le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina qui envisage un mouvement, en tout cas d'humeur illimitée à partir de ce lundi. Comment est-ce que vous voyez la fronde sociale à partir de ce cas particulier? Parce qu'on a une fronde sociale qui est là depuis, on va dire, plusieurs mois. Oui, ben, effectivement, j'ai dit que souvent, ces mouvements sociaux à tiroir là, bon, le Burkina maintenant a l'habitude. Quand ça va prendre fin, moi, je n'en sais rien. Mais tout ça aussi, je pense aussi que ça repose un peu le problème de la gestion de ces mouvements sociaux-là. On est sur le cas de l'éducation. Les enseignants, je pense que je ne sais pas, ils disent que leur ministre, le ministre Jean-Martin Koulibaly, a refusé de les recevoir. Vrai ou faux, ou bien, en tout cas jusqu'à présent, ne les a pas reçus. Par contre, ils sont allés et le chef de l'État, je pense, les a reçus. Ça pose un problème. Personnellement, ça pose un problème parce que des syndicats ou des enseignants, quel que soit, c'était le même cas pour l'UNAPOL, ne peuvent pas enjamber leur ministre de tutelle pour aller voir le président du Faso. Parce que le président du Faso, c'est le dernier recours. Mais quand on contourne le ministre de tutelle et on va plus haut, maintenant, qu'est-ce qu'on... Et deuxième chose, la grève, nous avons connu la grève comme la dernière arme, l'arme suprême, quand on a tout tenté. Actuellement, c'est la première arme qu'on brandit. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Avant,
Je pense même qu'il y a un problème quand même de formation de nos syndicats là. Parce qu'aujourd'hui, moins de choses, on débraye. Le débrayage, c'est l'arme ultime. En tout cas, de ce que je sais. Quand on a négocié, on a tout tenté, on met maintenant ce couperet-là et on dit, voilà, nous grèvons. Or, aujourd'hui, on commence par la grève. Parce que, bon, justement, et même aujourd'hui, j'en viens à me demander, est-ce que la fonction publique ne va pas disparaître? Parce qu'aujourd'hui, chaque corporation veut un statut particulier. Donc, à force de saucissonner, chacun veut, voilà, nous travaillons comme ça, nous avons besoin de tant. Et finalement, la fonction publique devient quoi? C'est ça. Donc, je pense que pour les cas des anciens, ils ont raison. Les problèmes qu'ils posent, ce sont des problèmes objectifs. Mais je pense que quand même, ils doivent discuter avec le ministre de tutelle, Jean-Martin Coulibaly. À la limite, si ça durcit et ça ne donne pas de résultat, on peut même remonter au Premier ministre. On va par graduation. Or, quand on voit moins de choses, les syndicats, on a vu aussi pour les transporteurs, les syndicats, moins de choses, on enjambe le ministre et on va à la présidence du FASO. Le président est devenu le premier recours. Mais où allons-nous comme ça? À quoi sert? Est-ce que c'est la faute de ceux qui vont voir directement le président? À quoi? Non, mais je ne sais pas. Pour le cas du ministre Jean-Martin, je ne sais. Nous avons posé la question à des anciens. Certains disent que le ministre est en train de les fuir, le ministre ne veut pas les recevoir. Je ne sais pas la vraie raison. Mais je pense que pour un dialogue serein, c'est toujours quand même avec l'autorité de tutelle qu'on discute. On peut parvenir à un consensus, on peut ne pas y parvenir, mais on commence là-bas. Mais si déjà vous sautez jusqu'au plafond, mais si là-bas ça ne marche pas, vous faites quoi? Alors, une question de football avant de passer à l'international, ce qui n'est pas courant sur la brèche. Qu'à cela ne tienne, c'est l'actualité, en tout cas, qui commande les sujets, et celle dont il est question, c'est bien, on va dire, la qualification du Sénégal pour le mondial 2018 et de l'élimination virtuelle, en tout cas, des étalons du Burkina qui pourraient bien jouer, en tout cas, mardi, on va dire, un match pour l'honneur contre les requins bleus du Cap-Vert, à moins que l'on... En moins, en tout cas, que l'on ne considère que les micmacs de la FIFA ne soient retoqués par le tribunal arbitral du sport. Comment est-ce que vous voyez cette affaire? Oui, à l'époque, nous avons dit que bon, c'était pas aussi simple. Parce que, mais bon, nous avons estimé que, je crois qu'il y a un confrère même qui a titré, si la FIFA veut le Sénégal, elle n'a qu'à la prendre. Bon, donc c'est arrivé. Bon, je ne crois pas trop à une décision du TAS. Le tribunal arbitral, je ne crois pas trop à ça. Ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Bon, ce qui est fait, mais c'est vrai qu'à rebours, on se demande pourquoi la FIFA a fait rejouer ce match. Bon, on se souvient que la FIFA avait avancé comme raison la manipulation du match Sénégal-Afrique du Sud. Oui, bon, mais pourquoi un an après, pourquoi un an ou combien de temps après, on rejoue ça? Or, on aurait pu laisser couler. Mais on a l'impression... Moi, c'est la vague impression qu'on ne veut pas du Burkina. Bon, manipulation pour manipulation, la main de Thierry Henry avait bien conduit la France à la Coupe du Monde en 2010. Ouais, mais vous voyez que... La main de Dieu de Maradona avait conduit l'Argentine. Ah oui, mais vous avez vu après la polémique qui a enflé. Et puis, à l'époque, quand même, on n'avait pas tant de Maradona, les réseaux sociaux et puis toute cette technicité qui entoure le football. Bon, aujourd'hui, bon, on se dit que mieux va avoir peut-être le Sénégal en Russie que le Burkina. Vous savez, bon, il y a des ondes dit. Bon, peut-être que c'est ça qui a pesé. On n'en sait pas, mais aujourd'hui, quand même, la FIFA a indexé. Hors de chez nous, on commence par le Togo voisin, en proie à des soubresauts sociopolitiques depuis août dernier. C'est un pays que vous connaissez en tout cas très bien. Quelle analyse vous faites de cette crise togolaise? On connaît très bien. Je ne suis pas togolais, je suis un Burkinabé. Mais vous êtes quand même un spécialiste des questions politiques au Togo. Non, je pense que ce qui se passe au Togo découle de ce que j'appelle un péché originel qui colle au basket du président Faure Gnassingbé. Si vous vous rappelez, au lendemain de la mort de son père, le 5 février 2005, le 6 déjà, les députés ont charcuté l'article 55 et 144, puis l'article 142 du Code électoral. Et subitement, Faure retrouve un mandat à l'hémicycle. Et le 7, rapidement, il est investi comme président du Togo. Il s'empare du sceptre de son papa. Pendant ce temps, le dauphin constitutionnel, Fambéré Nakaba, qui était à Paris et dont l'avion arrivé sur le Togo, a été dérouté.
à Cotonou. Et finalement, face à la bronca là, qui, dans le monde entier, Faure a dû faire le deuil de ce simulacre de succession-là. Et finalement, il a organisé des élections qu'il a gagnées le 24 avril 2005 avec 60,4. Une victoire plus aisée, d'autant que son challenger à l'époque, Jules Christ Olympio, ne pouvait pas compétir parce que la loi l'en interdisait, puisqu'il est resté 1 an dehors écoulé. Donc il y a déjà ce péché originel-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, les Togolais en ont marre. Moi, je suis allé à Lomé. Je pense que Faure n'est pas comme son père. Ce n'est pas un de la coloniale. Il travaille. Mais il est victime du délit patronymique. C'est un Yassimbe. Et son père a fait 38 ans. Lui, il va faire 15 ans. Et il veut encore 10. Si la constitution reste en l'état, si on ne revient pas à la constitution de 92. Et puis, cette crise-là aussi, je crois aussi que Faure aujourd'hui constitue une anomalie dans la sous-région. Regardez, partout, il y a eu une alternance, sauf au Togo. Et ça, c'est valable même pour les fils d'eux. Aujourd'hui, si vous voyez en RD Congo, un fils d'eux, Kabila, il a des problèmes. Au Gabon, un fils d'eux, il a des problèmes. Au Togo. Et aujourd'hui, ces genres de succession-là n'ont plus cours. Donc, le Togo est aujourd'hui une anomalie dans la sous-région. Mais gardons-nous de croire que, bon, la tornade burkinabé, souvent je le dis et je le répète, la tornade burkinabé qui a décoiffé Blaise ici, va traverser pour aller au Togo, parce que ce n'est pas le même contexte. Et si vous regardez, les Togolais, l'opposition lutte, mais vous voyez aujourd'hui, on sent déjà un petit schisme dans l'opposition, parce que la figure radicale est incarnée par Tikpi Achadjam, celui qui a remis l'opposition en orbite depuis le 19 août. Or, il y a l'opposant historique qui est le chef de file de l'opposition, Jean-Claude Fabre, qui a une position moins radicale. Lui, il est prêt à discuter. Or, l'autre, elle, n'est pas prête à discuter. Donc, aujourd'hui, si le pouvoir, aujourd'hui, je pense que Faure a toujours les cartes en main. Et il y a une donne que les gens oublient. L'armée, aujourd'hui, n'a pas encore basculé. Donc, je pense que la crise togolaise, là, si on y prend garde, à moins que je ne sois démenti par les faits, bon, ça va, il y aura l'effet d'essoufflement, de division, et Faure va en tout cas rebondir. Alors, on termine rapidement avec, en 1 minute, sur le Liban, où Rafik Hariri, qui serait en tout cas retenu en Arabie Saoudite, notamment par la dynastie des Saouds, parce que le Hezbollah libanais et son allié, en tout cas iranien, estiment que le Premier ministre démissionnaire ne l'a pas fait de son plein gré et qu'il est détenu contre son gré à Riyad. Comment est-ce que vous voyez cette actualité? Est-ce que vous direz que le pays du cèdre est en train de danser sur un volcan? Non, je fais 2 lectures de cette démission ou de cette pseudo-démission, je ne sais pas, de Rafik Hariri. Moi, je pense que peut-être c'est un énième épisode de la guerre froide entre Téhéran et Riyad, bon, qui est en train de se dérouler, parce que vous savez que entre l'Arabie saoudite sunnite et puis l'Iran des ayatollahs, ça n'a jamais été l'amour. Or, vous voyez qu'au Liban, le gouvernement, c'est un gouvernement d'union nationale. Vous avez le président Michel Aoun, qui est proche de l'Iran et du Hezbollah, et vous avez Hariri, il a même la nationalité saoudite, puisqu'il est né là-bas. Donc, ça faisait quand même... Aujourd'hui, ils sont sans gouvernement. Donc, ils risquent vraiment de tomber dans des discussions à n'en pas finir, et ça peut amener... Le Hezbollah peut faire du forcing et ça peut amener la guerre. Ça, je pense que c'est un peu la guerre froide des Téhéran et Riyad. Mais au-delà, je pense qu'il y a un jeune prince, le prince Ben Salman, Mohamed Ben Salman, le prince héritier, qui est en train de faire sa marque de gouvernance. Donc, il est en train de s'affirmer, parce qu'au moment où Rafik Hariri a démissionné, il a fait un coup de balai, il a emprisonné des ministres autres. C'est lui aussi qui était à la baguette de la coalition qui a bombardé le Yémen. C'est lui aussi qui a décrété qu'en juin 2018, les femmes vont prendre le volant. Donc, bon, c'est un jeune prince. Il a fait vraiment un projet pour l'Arabie saoudite qu'il appelle Vision 2030. Parce qu'il est ministre de la Défense aussi, et il a un œil aussi sur l'économie. Donc je pense que c'est un jeune MBS, comme on le désigne à Riyad, est en train de prendre sa marque
Bon, et puis il est en train de s'affirmer. On verra ce que... Sauf qu'il met quand même à rude épreuve et puis il met quand même la péninsule arabique, en tout cas dans l'instabilité. Merci, Dieudonné, d'être passé nous voir. Merci. Madame, Monsieur, c'est la fin de votre émission. Je vous retrouve dimanche prochain en direct sur la RTB avec un autre invité sur la brèche. Bonsoir.